reprenne le chemin de l'école. Pour que jaillisse la lumière de la réconciliation entre les peuples, pour le Mali, pour la patrie. Cette voie, nous l'avons choisie, au prix de nos vies. Nous défendrons nos couleurs. Et si nous laissons derrière nous, veuves et orphelins, nous vous prions, prenez soin d'eux. Le projet de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale est désormais achevé. Fruit d'un travail collectif mené pendant une année, ce document a été rédigé par une cinquantaine d'experts. Il comporte 105 articles répartis en 16 titres et 39 chapitres abordant des thématiques essentielles à la vie de la nation, la paix, la réconciliation, la sécurité, la défense et le développement. Pour comprendre davantage cette charte, nous entendrons Ousmane Soufi Maïga, président de la commission de rédaction de la charte au cours de ce journal. Renouvellement au CESEC, une nouvelle page s'écrit lors de sa 5e session extraordinaire. Le Conseil économique, social, environnemental et culturel a procédé au renouvellement partiel de son bureau. 3 figures ont été élues par les conseillers de la République pour achever la magistrature en cours. Un vice-président, un premier et un deuxième secrétaire. Ainsi se poursuit la marche institutionnelle de cette 8e mandature. Dans les salles silencieuses du centre d'appareillage orthopédique et de rééducation fonctionnelle de Tombouctou, des mains expertes œuvrent dans l'ombre. Les kinésithérapeutes y accompagnent jour après jour des patients frappés d'AVC ou de paralysies diverses. Focus Santé lève le voile sur cette discipline essentielle, vecteur de renaissance corporelle. Une réalisation signée Koumba Sissi. Heureuse de vous retrouver pour ces 20 heures. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Le Conseil économique, social, environnemental et culturel a tenu ce matin sa 5e session extraordinaire consacrée au renouvellement partiel du bureau du CESEC. Les postes de vice-président, de premier et deuxième secrétaire ont été renouvelés. Brima Amadou Aïdara, Amadounba et Abdoulaye Kontao sont les nouveaux membres élus du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Ils ont été élus par les conseillers de la République pour le reste de la durée de la magistrature. Au cours de cette session, à laquelle assistaient plusieurs responsables d'institutions, membres du gouvernement et du Conseil économique, social, environnemental et culturel, le président de l'institution a fait le bilan des sessions écoulées. Retour sur l'ouverture de cette session avec Aloussini Touri. Conformément au texte législatif réglementaire, les membres du bureau du Conseil économique, social, environnemental et culturel, à l'exception du président de l'institution, sont réélus à mi-mandat. C'est ainsi que le vice-président et les 2 secrétaires ont été renouvelés. L'unique candidat au poste de vice-président de l'institution, la personne de Bourema Amadou Aïdara, a été élu par 43 voix. Hamadoun Ba et Abdoulaye Kontao, également sans adversaire, ont été respectivement élus par 44 et 46 voix. Il remplace ainsi les collègues ayant assumé ces fonctions, mais qui, pour une raison ou une autre, ont perdu la qualité de membres. Les nouveaux membres vont devoir œuvrer ardemment à l'amélioration constante du travail de cette institution dont les acquis ont été énumérés par le premier responsable. Commission développement rural. Visite des terrains sur plusieurs sites agricoles, agro-industriels et des recherches. Sanangoroba, Djalakoroba, Samanko, Sotuba, Babou Yoliba, pour apprécier les efforts en matière de productivité rurale. Commission économique et financière, analyse du projet de loi des finances 2025 et formulation d'avis, échanges fructueux avec les institutions financières et les secteurs privés, ainsi qu'une conférence de haut niveau co-organisée avec la BCA au Mali sur des thèmes économiques stratégiques. Commission Affaires sociales et santé, visite et appui aux victimes des inondations de septembre 2024
avec un soutien apporté à 400 personnes et réparti sur 53 foyers à Djikouroni par an. Commission sciences techniques environnement. Immersion dans les unités industrielles de Tienfala et participation à la conférence internationale sur les enjeux environnementaux et le développement durable à Brazzaville. Commission éducation, culture et communication. Organisation d'une journée de reboisement à Kabbalah en partenariat avec le ministère de l'Environnement et les collectifs des boulangers et rôtisseurs traditionnels. Ces nombreuses initiatives démontrent que le Conseil économique, social, environnemental et culturel reste un incubateur de propositions pertinentes pour éclairer les politiques publiques. Le président Katilé demandera à ses collègues de continuer à mouiller le maillot pour contribuer à la refondation de notre État pour que le Mali puisse continuer à jouer son rôle dans le concert des nations. Diplomatie, Bamako et Washington renouent le dialogue dans les salons du ministère des Affaires étrangères. Le chef de la diplomatie malienne, Abdoulaye Diop, a reçu un émissaire de la Maison-Blanche. Le sous-secrétaire d'État adjoint américain pour l'Afrique de l'Ouest est venu réaffirmer l'engagement de son pays pour une coopération rénovée, équilibrée, fondée sur le respect des intérêts mutuels. Sécurité, commerce, stabilité, autant de piliers à reconstruire. Aridou Matina. Le sous-secrétaire d'État adjoint américain en visite au Mali pour raffermir les liens de coopération dans certains domaines. L'émissaire du président américain est ainsi reçu par le chef de la diplomatie malienne qui se félicite de la posture de la nouvelle administration américaine par rapport à la situation du Mali ainsi que celle du Sahel. Nous nous réjouissons de la posture et de l'analyse à la fois constructive et pragmatique de la nouvelle administration américaine. Nous pensons que cette nouvelle disposition des hautes autorités américaines est également pour nous, en tout cas, une opportunité d'envisager nos relations bilatérales avec pragmatisme, mais dans un souci aussi de respect et d'intérêt mutuel. Donc nous nous réjouissons à cet égard que votre visite aujourd'hui à Bamako sera l'occasion pour les autorités américaines, à la suite de la visite de M. Attala qui était là il y a quelques jours, d'avoir une lecture plus proche de la réalité et aussi notre désir de continuer à entretenir des relations amicales et des relations de partenariat avec les États-Unis d'Amérique dans le cadre d'un dialogue politique constructif. Durant des heures, les parties ont échangé sur différents volets et opportunités de coopération comme la sécurité et le commerce pour consolider leurs relations. Je suis très heureux d'être au Mali et de discuter avec le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Mali par rapport à la vision du président Trump qui est de savoir comment on peut travailler avec les pays amis. Parmi les sujets discutés, entre autres, c'est les opportunités de coopération économique, de développement économique, mais aussi l'autre sujet non moins important, c'est la question sécuritaire. Je me réjouis de cette rencontre et les États-Unis ne cherchent que ça. Collaborer avec les pays amis. Cette visite au Mali du sous-secrétaire d'État adjoint américain pour l'Afrique de l'Ouest intervient après son passage au Burkina Faso et au Niger. Le ministère de l'Industrie et du Commerce a rencontré ce matin un groupement d'importateurs de carburant pour les régions du nord du Mali. L'objectif de cette rencontre était de faire une évaluation de l'accord signé avec les autorités nigériennes pour la livraison de plus de 80 000 litres d'essence et de gasoil aux régions du nord du Mali. Cet accord avait été obtenu grâce aux efforts des autorités de la transition malienne afin d'assurer un approvisionnement correct des régions du nord du Mali. Reportage Mamadou Fani. Suite à la mission du ministre de l'Industrie et du Commerce du 14 au 17 mai 2025 à Niamey, les autorités maliennes et nigériennes avaient signé une convention de ravitaillement des régions du nord du Mali en hydrocarbures. C'est pour voir l'état de mise en œuvre de cette convention que le ministre a rencontré les opérateurs économiques en charge de la mise en œuvre. Cette mission avait pour objet de valider avec les autorités nigériennes, notamment la Société nigérienne du pétrole,
les besoins pour les 6 mois à venir des régions nord du Mali, Tombouctou, Gao, Ménaka, Kidal. Et sur la base de ça, nous avons mis en place un schéma d'approvisionnement qui a abouti à la signature des contrats pour 9 opérateurs économiques dans le secteur du pétrole des régions du Nord et pour 42 millions de litres d'essence et 43 millions de litres de gasoil. Au prix de 520 francs pour l'essence et 350 francs pour le gasoil. La rencontre avec le ministre a permis aux importateurs de carburant de faire un large tour d'horizon sur quelques questions qui entravent la bonne marche de ce processus. À l'ère où je vous parle actuellement à Kidal, il n'y a pas de problème de rupture par rapport à l'approvisionnement du carburant. Par rapport à il y a toujours des problèmes liés aux escortes. Mais cela a été assuré par les forces d'armée et de sécurité. On a rencontré beaucoup de difficultés. La première difficulté, c'est l'insécurité. Quand on charge au Niger, on peut faire 1 mois, 2 mois garé à Niamey avant de cheminer à la frontière. Arriver à la frontière aussi, ça va un peu. Famille nous escorter vite d'amener à Gao, mais il y a d'autres problèmes. Quand les camions dépotent à Gao, ça va durer aussi à Gao avant d'escorter pour tourner au Niger. Ça aussi, ça crée d'autres problèmes. C'est une initiative à saluer. Nous, au niveau de Tombouctou, ça nous a permis vraiment de stabiliser les prix. Et ça nous a permis aussi d'avoir les stocks dont les gens ont besoin pour cette campagne. Aujourd'hui, Tombouctou est vraiment à ravitailler, que ce soit en carburant et essence. Le ministre a rassuré les opérateurs que l'État jouera sa partition pour permettre un approvisionnement correct des régions du Nord. Le dispositif que nous avons mis en place fonctionne, il marche, mais il a besoin d'être consolidé, renforcé, en apportant des réponses aux quelques préoccupations qui ont été exprimées par les opérateurs économiques. In fine, nous ferons un bilan global de cette opération en décembre 2025 et poser les perspectives pour l'approvisionnement stable et régulier des régions nord du Mali pour les années 2026 et 2027. En attendant, les régions du nord du Mali disposent de stocks de carburant suffisants à rassurer les importateurs de carburant. Je le disais, après une année d'intenses réflexions et de concertations, le projet de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation est prêt. Fruit du travail d'une 50aine d'experts et de l'écoute attentive des forces vives, le document entend incarner les aspirations profondes du peuple malien. Il sera remis demain aux plus hautes autorités de la transition. Notre reporter Boubacar Bablin Touré a fait un tour au niveau des différentes commissions. Suivons. Dans le souci de donner un caractère inclusif au document de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale, une consultation de toutes les couches sociales du pays et de la diaspora en amont a été nécessaire pour recueillir leurs avis et propositions. Au terme de la rédaction du dit document, la commission en charge de la question convie ces mêmes forces vives. L'exercice vise à leur présenter le document final en vue de s'assurer que toutes les propositions et préoccupations sont prises en compte avant la remise officielle du document au président de la transition. Nous avons tous les éléments. Bien sûr qu'il n'y a pas les détails qu'il y a au niveau des lois et des règlements, des décrets, etc. Mais tout le cadre se trouve par rapport à ce qu'on peut faire, à ce qu'on veut faire, à ce qu'on doit faire pour apporter la quiétude, la réconciliation et mettre en place les bases du vivre ensemble en République du Mali. Cette charte-là, nous l'attendons depuis. Parce que tout le monde sait que nous ne sommes pas anonymes sur les accords issus du processus d'Alger. Parce que ça nous a amené à rien. Donc actuellement, ça nous réconforte ce qui est en train de se passer. Et nous sommes d'accord avec ce qui a été dit et ce qu'on a entendu dans les salles. Des avis également partagés par les jeunes et les femmes qui voient en cette charte comme un début de solution à une paix durable au Mali. Les gens sont en train de parler avec leur cœur. Et si on prenait tout ce qu'on est en train de dire en truc, je crois que ce serait un relancement pour le Mali. Un vrai relancement pour le Mali. Toutes nos préoccupations sont prises vraiment en compte. Et si c'est là vraiment ce qu'on a vu, si tout ça doit être appliqué, nous avons l'espoir vraiment
que le Mali va réconcilier. En marge de ces journées de restitution, une réunion technique a regroupé sur place les acteurs clés qui échangent sur les derniers réglages avant la cérémonie de remise officielle prévue ce mardi. À présent, nous allons retrouver Sira Bachili depuis le CICB qui reçoit comme invité le président de la commission de rédaction de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation, Ousmane Issoufi Maïga, nous parle de la spécificité de cette charte et son applicabilité par les autorités. Bonsoir Sira Bachili. Bonsoir Barakissa Ouattara, bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue au Centre international des conférences de Bamako et c'est ici que sera remis au président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, demain mardi, le projet de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale. À cet effet, nous recevons comme invité Ousmane Issoufi Maïga, l'ancien Premier ministre. Il est le président de la commission de rédaction du projet de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale. Bonsoir, Président. Bonsoir. La première question, elle est toute simple, c'est ce que tous les citoyens se posent aujourd'hui. Que comporte le projet de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale? Quelles sont les grandes lignes? La Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale est une initiative du général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, qui lors de son discours adressé à la nation malienne le 31 décembre 2023, a estimé que les Maliens doivent s'approprier la paix et la réconciliation nationale, sans interférence extérieure aucune. Et c'est à cet objet qu'il nous a confié pour pouvoir réaliser, comme l'a indiqué l'avant-projet de charte qu'il avait initié lui-même. C'est ce travail dont l'aboutissement est arrivé, que nous allons le remettre demain, le projet de cette charte-là qu'il a souhaité. Alors, on peut connaître les grandes lignes de cette charte? Cette charte a pour objet de réaliser toute initiative, toute action et toute activité qui concourt à la paix, à la sécurité, à la cohésion sociale, au vivre ensemble. Il était extrêmement important pour lui que les Maliennes et les Maliens se parlent, dialoguent, échangent, s'écoutent, afin de trouver des solutions durables à la paix et à la sécurité dans tous les secteurs de la vie de notre nation. Alors, on parle de 106 articles avec 16 titres. Que disent ces articles? Ce sont des lignes rouges à ne pas franchir ou ce sont des directives? Non du tout. La Charte nationale a un préambule qui fixe le projet de société du Mali. La Charte nationale est constituée de 16 titres et de 106 articles. Et cette charte parle de tous les aspects de développement économique, social, culturel. Cette charte parle de toutes les composantes de la société malienne. Comment faire afin que notre pays puisse prospérer et se faire reconnaître dans le Conseil des Nations. La charte est censée remplacer l'accord d'Alger. Alors, quelles sont nos valeurs endogènes qui figurent dans cette charte? Lors de son discours le 31 décembre 2023, et en janvier 2024, le gouvernement a dénoncé l'accord issu du processus d'Alger. Il était indispensable pour l'État de faire remplacer cet accord par un document qui est réalisé par les Maliennes et par les Maliens. C'est ce document qui s'appelle Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale, qui traite de tous les sujets et de toute la problématique concernant la sécurité, la paix et la cohésion sociale. Alors on dit que le document se veut être une référence pour toute initiative ou action qui concourt à la paix et au vivre ensemble. C'est une référence pour toutes les sensibilités du Mali? En effet, ce document est un document de référence pour toute action, toute activité et toute initiative qui concourt à la paix, à la sécurité, à la cohésion sociale, au vivre ensemble et à la réconciliation nationale. Toutes ces thématiques ont été développées
dans cette charte et toutes les réponses s'y trouvent. Sa réussite dépend du citoyen moyen. Tout le monde à son niveau doit s'y mettre pour que ça soit une réussite, sûrement. Cette charte va être traduite dans toutes nos langues officielles. Et c'est pourquoi nous avions organisé un atelier de restitution depuis hier sous la présidence de M. le Premier ministre afin que les représentants de toutes les régions et de tous les Maliens établis à l'extérieur puissent s'approprier ce document, comprendre son contenu afin de pouvoir faire sa promotion à travers le pays dans nos différentes langues nationales et aussi au niveau de nos compatriotes établis à l'extérieur. Président, qu'en est-il de son applicabilité? Cette charte va être soumise à l'appréciation du législateur, du Conseil national de transition. Il va pouvoir l'adopter et ce sera une loi qui sera appliquée sur toute l'étendue du territoire national. Alors vous avez joué votre partition en tant que président de la commission de rédaction. Le reste, c'est à nous, citoyens, maintenant. Quelle attitude positive devrons-nous prendre face à cette charte? Cette charte a été réalisée par l'ensemble des experts dans les différents domaines de notre pays. Ce sont des experts, des professeurs, des anthropologues, des sociologues, des juristes, des administrateurs civils. Tous ont concouru à ce que ce texte puisse être abordable, puisse être compris, puisse être développé afin que l'ensemble des Maliens se l'approprie. Donc c'est la voix de tout le Mali, si on peut le dire ainsi. C'est le souhait du chef de l'État. Une dernière question. Quel est le message aujourd'hui du président de la commission de rédaction de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale au peuple du Mali pour que cette charte soit très bien appliquée? Que les Maliens s'approprient ces documents. Que les Maliens comprennent que nous pouvons se parler, que nous pouvons dialoguer, que nous pouvons se réconcilier entre nous, que nous pouvons développer notre pays par notre travail. Et qu'il faut qu'il y ait une jeunesse engagée, une jeunesse compétente, des cadres compétents pour le développement harmonieux de notre pays. Et je voudrais que chacun et chacune s'approprie ce document, qui est un document de référence, toutes les actions et les initiatives futures qui seront prises par l'État du Mali. Merci, Président, pour ces éclairages. C'est à moi de vous remercier. Ce sont sur ces messages d'espoir que se referme cet entretien. Nous espérons que vous avez eu un intérêt à nous suivre. Merci de votre attention. À vous, Barakissa, pour la suite. Merci bien, Sira Batilé. Je le disais également, le projet de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale a été rédigé par une cinquantaine d'experts au terme d'un processus qui aura duré une année. Il est composé de 105 articles, 16 titres et 39 chapitres qui traitent des questions intéressant la vie de la nation, notamment la paix, réconciliation, la sécurité, défense et développement. La rédaction du document a été marquée par l'approche inclusive adoptée par la commission qui a rencontré les institutions et les forces vives pour recueillir leurs contributions, observations et propositions. Le projet de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale sera remis demain au président de la transition. Il est l'une des recommandations du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation. Retour sur le processus d'élaboration de la charte avec Siaga Konati. Fin d'émission le 30 juin dernier de la commission de rédaction du projet de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale. Après un an de dur labeur, car créé par un décret présidentiel en date du 28 juin 2024, le président du comité de pilotage Ousmane Issou Maïga et son équipe s'apprêtent à remettre le document final au président de la transition, général d'armée Assimi Goïta, une charte dont la rédaction a été marquée par l'approche inclusive. Des séances d'écoute et de restitution ont été organisées avant et après l'élaboration du document. La commission a ainsi rencontré toutes les couches socio-professionnelles, les institutions, les leaders religieux, les légitimités traditionnelles pour recueillir leurs contributions, observations et propositions. Ainsi, elle a rencontré le 26 mai 2025 les gouvernements pour lui restituer le projet du document qui comporte un préambule, 16 titres, 39 chapitres et 105 articles. À la suite de cette rencontre,
et celle que nous avons eue dans la foulée avec les autres institutions de la République, les forces vives de la nation, les personnes ressources, nous avons continué nos travaux en prenant en compte les contributions nouvelles en vue d'affiner la rédaction du projet de charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale. La charte pour la paix et la réconciliation nationale résulte de la volonté de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, de faire de la paix et de la réconciliation le socle de la stabilité de notre pays. C'est le lieu pour moi de lui renouveler nos vifs remerciements et de lui exprimer toute notre gratitude pour son leadership et sa clairvoyance portée sur nos valeurs sociétales qui prônent le vivre ensemble, l'amour de la patrie et la protection du patrimoine national. Il me paraît important encore une fois de souligner que la charte pour la paix et la réconciliation nationale est destinée à jeter les bases d'une nouvelle ère de concorde, d'entente, de sécurité, de valorisation de nos us et coutumes et de cohésion sociale. Aussi, le gouvernement prendra toutes les dispositions pour la mise en œuvre de la charte après son approbation. Un atelier de restitution à l'ensemble des couches du pays et de la diaspora a été organisé le 20 juillet 2025. C'est la même approche participative et inclusive que la Commission a adoptée lors de l'élaboration et la validation de l'avant-projet qui a été remis au président de la transition le 24 octobre 2024. 2 mois plus tard, un décret du 27 décembre nommait les membres de la commission de rédaction du projet de la charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale, toujours présidée par l'ancien Premier ministre Ousmane Issoué Maïga. La rédaction de cette charte est l'une des recommandations du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation, dont la phase nationale s'est tenue du 6 au 10 mai 2024. Ce dialogue a été annoncé le 31 décembre 2023 par le président de la transition générale d'armée Assimi Goïta dans son discours de Nouvel An pour privilégier l'appropriation nationale du processus de paix. Cela afin d'éliminer les racines des conflits communautaires et intercommunautaires. Nos compatriotes souhaitent ardemment une nouvelle architecture de paix dont les piliers doivent être bâtis sur les rochers du plateau Mandingue et le plateau Dogon, avec les sables de nos belles dunes du nord du Mali, avec les eaux de nos beaux fleuves du Niger, Sénégal, Bani, Falamé, le Sourou sur la Volta et même le Yamé chez mes cousins Dogon, ainsi que la paille de nos cultures et de notre fleur. Les Maliens veulent rester imbibés dans leur mécanisme endogène de gestion des conflits. Organisé après la fin le 25 janvier 2024 de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger, ce dialogue a permis aux Maliens de proposer des solutions maliennes aux problèmes maliens sans ingérence extérieure. L'objectif assigné à ce dialogue était de diagnostiquer les causes des conflits intracommunautaires et intercommunautaires afin de tracer une architecture de paix durable, recoudre le tissu social et renforcer le vivre ensemble. L'enjeu de ce dialogue intermalien était la préservation de l'unité nationale et de l'intégrité du territoire. J'en suis heureux de constater que les Maliennes et les Maliens l'ont bien compris et se sont appropriés le processus. Le rapport général du dialogue a été remis au président de la transition 3 jours après la clôture des assises, plus précisément le 13 mai 2024. Il comporte 302 recommandations sur 5 thématiques portant sur la paix, réconciliation nationale et cohésion sociale, les questions politiques et institutionnelles, l'économie et développement durable, la sécurité et défense du territoire, la géopolitique et environnement international. La phase nationale a été précédée de celle communale, tenue du 13 au 15 avril, et des concertations au niveau des régions, du district, ambassades et consulats organisées du 20 au 22 avril 2024.
Sur un tout autre plan, éducation sanitaire, top départ des examens. Les épreuves nationales des écoles de santé ont débuté ce matin dans tout le pays. Ils sont 17 729 candidats à affronter cette étape décisive, marquant un jalon dans leur parcours vers le métier du soin. C'est depuis le centre Abdoulaye Diarra de Sébenikoro à Bamako que le top départ a été donné en présence des ministres de tutelle, Tchemoko Konati. Centre Abdoulaye Diarra de Sébenikoro en commune 4 du district de Bamako, c'est lundi matin, jour de démarrage des examens des écoles de santé. Une évaluation de fin d'année qui ouvre la voie au marché de l'emploi. Ici, composent 1452 candidats dans 3 spécialités, celles de sages-femmes, d'infirmiers d'État et de biologistes médicaux. L'année académique a été bien déroulée dans la quiétude, dans la sérénité. Et c'est pour cette raison, nous, on est très ravis. Et tout ça avec l'accompagnement, le soutien de nos plus hautes autorités. C'est à 8h précise que le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et son collègue de la Santé ont procédé à l'ouverture des premières enveloppes. Sans céder à la moindre pression, les candidats, du moins les quelques-uns que nous avons approchés, jugent abordables les premières épreuves. Je peux dire que c'est pas trop compliqué pour moi. Ça porte sur quoi, par exemple? Ça porte sur pathochirurgie et traumatologie. Est-ce que vous avez étudié ça en classe? Si. Je trouve le sujet abordable. Et ce sont des sujets que nous avons vus en classe. L'objectif ultime, c'est pour qu'on puisse avoir l'examen tous. Des réactions qui semblent rassurer les membres du gouvernement commun pour ce lancement officiel. On se félicite que l'année scolaire se soit bien passée. Nous sommes venus trouver des élèves sereins, engagés. Nous sommes venus trouver le corps professoral en place, les surveillants, c'est-à-dire tout le mécanisme était sur place. Nous avons distribué les sujets. Et étant médecin moi-même, j'ai vu que les sujets étaient vraiment abordables. Donc on va croiser les doigts que les corrections se passent bien. Le domaine de la santé est un domaine prioritaire du gouvernement et le capital humain qui est formé doit être de qualité. C'est ce qui permettrait aux Maliens d'accéder aussi à des soins de qualité et améliorer aussi la qualité des prestations dans nos établissements de santé. Ainsi, c'est parti pour quelques jours d'évaluation au terme de laquelle les 17 729 candidats au niveau national prétendent décrocher un précieux sésame pour faire carrière dans le domaine de la santé. 10 122 candidats inscrits sont également soumis depuis ce matin aux épreuves de brevet de techniciens de santé, santé maternelle et infantile, santé publique et techniciens de laboratoire et de pharmacie sont les filières retenues. Effort personnel, vigilance sont entre autres conseils donnés par le ministre de l'Éducation nationale à tous les candidats et surveillants du pays. C'était au lycée Ba Aminata Diallo où il a procédé au lancement national des épreuves. Fadema Keita. Les 10 122 candidats en sciences de la santé répartis entre les 17 centres du pays sont à la quête du brevet de technicien de santé. Diplôme axé sur la formation professionnelle qui sanctionne les 3 ans d'études dans un établissement technique en sciences de la santé. Au centre du lycée Ba Aminata Diallo, le climat semble favorable pour un bon déroulement des examens. Constat du ministre de l'Éducation nationale après quelques tours dans certaines salles d'examen. Malgré ce dispositif rassurant supposé être dans les 16 autres centres du pays, il se soumet à un devoir responsable. Remonter le moral des candidats, leur prodiguer des conseils et inviter les surveillants à plus de transparence. Pour les candidates et les candidats de se concentrer sur leur sujet, de lire attentivement les sujets parce qu'on ne peut rien comprendre qu'on n'ait pas maîtrisé, dont on n'a pas maîtrisé les tenants et les aboutissants. Tous les contours. Aux surveillants, le laxisme dans la surveillance des épreuves, ce n'est pas bon. On les a choisis, les surveillants, pour qu'ils fassent leur travail de surveillant. À l'Académie d'enseignement Rive Gauche, les consignes de la police de surveillance sont en cours pour que les 2130 candidats composent dans la sérénité. Nous avons 24 salles de 30 de SMI, plus une salle de 17 et une salle de 24. Bon, pour la TLP, nous avons 6 salles de 30 et la dernière salle de TLP, ça fait une salle de 23. La police et le règlement, c'est-à-dire la décision 00539 déterminant le règlement et la police de surveillance a été largement commenté. Les candidats et pour les parents d'élèves, un examen est un examen et il n'y a pas de pitié.
Auparavant, depuis à l'entrée, les surveillants avaient soumis les candidats aux fouilles systématiques, condition première pour accéder à la salle. Pour un journalisme d'éthique et d'exigence face à la prolifération des dérives médiatiques, le besoin de professionnalisme devient criant. Pour y répondre, l'école du Salon des médias entame sa 3e cohorte. Une soixantaine de journalistes sont ainsi appelés à revisiter les fondements de leur métier, rigueur, intégrité, déontologie. Objectif, réconcilier l'information avec la vérité. Bokari Koulibaly a suivi les travaux d'ouverture suivant son reportage. La précarité et l'absence de couverture sociale, voilà des maux dont souffre la presse malienne. À cela s'ajoute également le manque de formation adéquate, un véritable frein à la pratique d'un journalisme de qualité. Dans un contexte marqué par les dérives, le manque de professionnalisme et d'éthique dans le traitement de l'information, le Salon des médias se veut une sentinelle. Une formation est donc initiée au profit de 60 journalistes venus de divers horizons. Durant ces quelques jours, ils recevront des modules essentiels pour affiner leurs pratiques, l'éthique et la déontologie du métier, la préparation et la présentation des missions, la communication institutionnelle, les montages audio-vidéo sur ordinateur ou sur smartphone. Des sessions condensées organisées chaque après-midi afin de permettre aux participants de concilier rédaction le matin, formation le soir. S'inscrivant dans cette dynamique, le ministre chargé de la communication a insisté sur la nécessité de se former avant d'informer. Toute information qui peut causer du tort à un pays, à une famille, à une personne, c'est très dangereux. Il ne faut pas la publier. Je vais insister sur la moralité, la déontologie et l'éthique. Regardez les premiers articles de l'essor des radios Mali. C'était souvent des enseignants, des moniteurs d'agriculture qu'on avait amenés. Mais puisqu'ils avaient une éducation politique, ils étaient moralement bien assis, ils savaient ce qu'il fallait dire. Parce que le journalisme, proprement dit, c'est 3 choses. C'est chercher l'information, vérifier l'information une fois qu'elle est confirmée et la porter à la connaissance du public. Et c'est là où la moralité de l'individu intervient. Au-delà de ce renforcement de compétences, des formations de haut niveau sont également prévues avec des figures emblématiques du paysage médiatique malien. La 4e édition du Salon des médias se tiendra du 31 juillet au 3 août 2025 au Palais de la Culture sous le thème « Défi de l'information à l'ère des réseaux sociaux ». Drogue, l'alerte des médecins face à un fléau rampant, cannabis, héroïne, substances diverses. La jeunesse malienne est de plus en plus confrontée au piège des drogues. Le médecin colonel Ismaïla Makalou, secrétaire permanent de la MILD, tire la sonnette d'alarme. Il appelle à une mobilisation nationale pour enrayer la propagation de ce poison silencieux qui ronge l'avenir. Nous retrouvons Bokari Koulibaly. La consommation de drogue chez les jeunes prend une tournure inquiétante. Du cannabis à la marijuana, en passant par l'héroïne et autres substances psychotropes, ces drogues douces ou dures gangrènent peu à peu notre société. Face à cette problématique, le médecin colonel Ismaïla Makalou, secrétaire permanent de la mission interministérielle de coordination et de lutte contre la drogue, tire la sonnette d'alarme. Invité en tant que panéliste, il plaide pour une réponse collective et coordonnée. Quelqu'un qui consomme déjà, par rapport à, sur le plan déjà santé, on voit que de plus en plus, il y a des jeunes qui deviennent agressifs, qui deviennent impulsifs. Sur le plan social, c'est des gens qui vont voler, qui vont aller en prison. Sur le plan, ils risquent, c'est des gens qui vont consommer, ils vont se donner la mort. Vous voyez beaucoup d'accidents même qui se passent. C'est-à-dire que ça soit, je ne veux pas indexer les chauffeurs, mais de façon générale, beaucoup d'accidents sont produits parce que ces gens consomment de la drogue. Nous les jeunes, nous devons mettre en tête que la drogue n'est pas une solution à nos problèmes. Et le pays ne peut pas avancer comme ça. Et si cette jeunesse est vouée aux drogues, ça veut dire que le pays n'a pas d'avenir. Nous devons travailler, il y a le pays qui compte sur nous, il y a nos familles qui comptent sur nous. Donc nous devons laisser la drogue pour travailler et bâtir un Mali meilleur. Selon le colonel Makalou, seule une synergie d'action impliquant famille, école, autorités et société civile pourra freiner l'expansion de ces fléaux chez les jeunes.
Les FAMA ont neutralisé Suleiman Aga Bakawa, terroriste particulièrement redouté dans la zone de Tin Fadimata, dans la région de Menaka. Suivons le commentaire avec Abdoulaye Sakou. L'état-major général des armées informe l'opinion nationale et internationale qu'une opération de précision a été conduite avec succès dans la zone de Tin Fadimata, ayant abouti à la neutralisation de Suleiman Ag Bakawa, connu sous le nom de guerre soldat, l'un des chefs notoires de l'État islamique au Grand Sahara. Cet individu particulièrement redouté était à la tête d'un groupe tristement célèbre pour avoir sémé la terreur dans la ville de Menaka et ses environs. Il est directement impliqué dans plusieurs enlèvements de civils ainsi que dans des assassinats ciblés contre les FAMA et les populations innocentes. Par cette opération rigoureusement planifiée et exécutée avec professionnalisme, les FAMA réaffirment leur engagement indéfectible à défendre l'intégrité du territoire national, à protéger les populations et à éradiquer toutes les menaces terroristes qui pèsent sur notre nation. L'état-major général des armées salue la résilience du peuple malien et appelle l'ensemble des citoyens à faire preuve de vigilance, de solidarité et de confiance en leurs forces de défense et de sécurité qui poursuivent sans relâche la lutte pour un Mali uni, stable et souverain. La première session du comité technique de transfert de compétences et des ressources de l'État aux collectivités territoriales au titre de l'exercice 2025 se tient à Bamako. Elle réunit pendant 2 jours les responsables de la Direction générale des collectivités territoriales et les chefs des cellules d'appui à la décentralisation. Les débats vont permettre de formuler des recommandations à soumettre à l'approbation des autorités compétentes. Batraouri. Certaines recommandations formulées lors des assises nationales de la refondation en 2023 ont abouti à la promulgation des textes de base pour améliorer la décentralisation. Parmi ces recommandations figure le transfert des compétences et des ressources de l'État aux collectivités territoriales. L'État a estimé bon de maintenir 2 niveaux de collectivités territoriales, la région et la commune. Cela sous-entend que les prérogatives qui étaient dévolues au cercle doivent être réparties et voir quel est le niveau le plus approprié pour exercer cette mission. Quand on parle de mission, il s'agit des services qui sont rendus par les collectivités territoriales aux populations. Ces transferts auront pour incidence, bien sûr, des missions opérationnelles qui vont être réalisées par les collectivités territoriales, des services qui vont être rendus par les populations. Quand on parle de services, on parle aussi de qualité des services. À titre d'exemple, prenons la santé, les centres de santé de référence, qui sont aujourd'hui les hôpitaux du district, étaient sous l'autorité des conseils de cercle. Avec la réforme, ces hôpitaux vont être transférés ou à la commune ou à la région. Le processus de transfert des ressources qui a déjà commencé dans certaines localités donne des résultats encourageants qu'il faut consolider, dira le représentant du ministre de l'administration territoriale. Je me réjouis des progrès réalisés ces dernières années dans la mise en œuvre de la réforme et des résultats obtenus, notamment l'effectivité des transferts de compétences et des ressources de l'État aux collectivités territoriales dans les 21 domaines pour lesquels les décrets ont été adoptés. Le montant global des transferts qui se chiffre à environ 432,554 milliards de francs CFA. La mise en place des délégations spéciales qui a permis d'assurer la continuité des services aux usagers, l'effectivité de la mise en œuvre des contrats plans État-région avec une mobilisation de 29,07 milliards de francs CFA, dont 18,56 milliards de francs CFA de contribution de l'État. La rencontre de 2 jours regroupe les responsables de la Direction générale des collectivités territoriales et les représentants des cellules d'appui à la décentralisation des 19 régions administratives du pays, plus le district de Bamako. Elle doit formuler des recommandations à soumettre à l'approbation des autorités compétentes. La sensibilisation des personnes vivant avec handicap sur les méfaits de la corruption, c'est l'objectif d'une journée d'échange à l'Institut national des jeunes aveugles du Mali. Elle est initiée par la CLC, Coalition de lutte contre la corruption. La rencontre doit permettre aux non-voyants de comprendre les valeurs d'intégrité, de transparence, de responsabilité et de dénonciation dans le cadre de la prévention de la corruption. Nous retrouvons Batraouri.
La corruption est un fléau qui constitue de nos jours le plus grand handicap au développement socio-économique aux yeux des responsables de la CLC, la coalition de lutte contre la corruption. Il faut donc continuer à sensibiliser. Dans cette optique, les pensionnaires de l'Institut national des jeunes aveugles de Faladière sont les bénéficiaires de la journée d'échange sur le sujet. La journée se place dans une démarche de développement des capacités, d'inclusion sociale et de lutte contre la corruption en tenant compte des spécificités des personnes vivant avec handicap. Elle vise à leur fournir des outils adaptés pour reconnaître, dénoncer et combattre la corruption tout en renforçant leur participation citoyenne. On est vraiment fiers et honorés d'accueillir cette journée. La cible, c'est-à-dire les participants de cette journée, ont été bien choisis parce que c'est pour évoquer la corruption. La corruption qui est la source du sous-développement de beaucoup de pays. Et cette corruption a un impact vraiment néfaste sur la population non touchée par le handicap, à fortiori la population touchée par le handicap qui sont notre population. Les débats devront permettre aux non-voyants de comprendre les valeurs d'intégrité, de transparence et de responsabilité. Ceci en vue de développer leurs compétences en matière de dénonciation et de prévention de la corruption. Le ministère de la Refondation de l'État chargé des relations avec les institutions accueille avec toute joie vraiment cette journée de sensibilisation dans la mesure où elle rime vraiment avec le plan d'action de la stratégie nationale de lutte contre la corruption. La rencontre s'inscrit dans le cadre des activités de la journée africaine de lutte contre la corruption célébrée le 11 juillet en Afrique depuis plus d'une décennie. Elle est organisée en partenariat avec l'UCEJ, c'est-à-dire le projet d'appui à la lutte contre la corruption pour et par l'égalité des genres. L'architecture malienne a l'honneur. La première édition du Salon malien de l'architecture et de la construction, Samaka, se tiendra du 31 juillet au 3 août 2025 au CICB. L'annonce a été faite lors d'une conférence de presse à la Direction nationale de l'urbanisme. Le rendez-vous entend valoriser les talents nationaux et repenser la ville de demain. Compte rendu, Aliou Abdoulaye Touri. Du 31 juillet au 3 août 2025, Bamako va accueillir la première édition du Salon malien de l'architecture et de la construction. Ce salon est placé sous le thème Habitat durable, culture et innovation. Selon le président de l'Ordre des architectes du Mali, le Salon malien de l'architecture et de la construction a pour objectif de promouvoir les solutions architecturales durables et de favoriser la professionnalisation et la moralisation du secteur de l'Ordre des architectes. Depuis un certain temps, l'Ordre pêche un peu dans ses communications pour la promotion de l'architecture. Nous avons voulu quand même redresser cet état de fait et essayer de faire la promotion de l'architecture malienne, de la construction malienne, de l'architecture durable et puis profiter pour faire des études sur les innovations architecturales que nous pouvons avoir au Mali. Initié par l'Ordre des architectes du Mali, ce salon sera organisé sous l'égide du ministère en charge de l'urbanisme. Ces dernières années, on a vécu des catastrophes climatiques telles que les inondations, l'écroulement ou l'effondrement des bâtiments. Et c'est les professionnels de ce secteur qui veulent se retrouver pour réfléchir à comment éviter de pareilles situations, comment faire face à tous ces défis climatiques que nous avons aujourd'hui. Au cours de ce salon, plusieurs thématiques seront abordées, notamment la transition écologique, la responsabilité des architectes, la question des matériaux locaux ou encore la réforme de la formation en architecture. Les femmes déplacées au cœur d'un projet d'espoir à Ménaka, l'ombre des violences ne fait pas plier la volonté d'agir. L'ONG Tarakmet a lancé un projet inédit pour protéger et autonomiser les femmes déplacées victimes de violences basées sur le genre. Un geste concret financé par le PSAF pour redonner dignité et force à celles qu'on voudrait réduire au silence. On en sait plus avec Soumao Aïdara.
Projet protection et autonomisation des femmes déplacées de Ménaka face aux violences basées sur le genre. Derrière ces titres, un seul combat, offrir à ces femmes un espace de sécurité, de soutien et de développement. Elles sont arrachées à leur quotidien par l'insécurité, confrontées à une double peine, l'exil et la violence. Ces projets visent à informer, protéger, accompagner et autonomiser les femmes déplacées de Ménaka, victimes de VBG, offrir un soutien psychosocial et juridique, renforcer leur autonomie économique et créer un réseau communautaire de veille et de solidarité. Ces projets bénéficient de l'appui financier du PESAF, programme spécial d'aide aux associations et fondations. Ces donations bénéficiaires œuvrent à la fois sur les questions humanitaires, les investissements, la lutte contre la pauvreté, les violences basées sur le genre, la santé sexuelle et reproductive, l'éducation. Ces projets complètent les efforts du gouvernement dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Les crises sécuritaires persistantes qui sévissent dans les régions du Nord, particulièrement dans la région de Ménaka, ont contraint certaines femmes à se déplacer vers les régions sud du pays où elles sont exposées à divers types de violences basées sur le genre. C'est pourquoi l'association Taraknet, en collaboration avec le PESAF, a pris l'initiative de mettre en œuvre ce projet qui vise à renforcer la protection, l'autonomisation et la réintégration des femmes de Ménaka déplacées à Bamako. À travers ce projet, c'est bien plus qu'un soutien ponctuel qui est offert aux femmes déplacées de Ménaka. C'est une réponse à une urgence silencieuse, un acte de reconnaissance dans la dignité. À Kita, les travaux de dissémination du nouveau plan stratégique du plan international Mali ont pris fin. L'outil couvrant la période 2025-2029 propose une feuille de route ambitieuse pour renforcer les systèmes sociaux et éducatifs avec un accent mis sur l'inclusion et la résilience. La correspondance de Mahamadi Alioubari. Un nouvel espoir pour les filles et les enfants de Kita. Cette nouvelle stratégie témoigne de l'engagement du plan international Mali en faveur du bien-être de ces groupes. Présentée aux acteurs, la stratégie permettant également à plan international de lancer une analyse politique, de produire des preuves solides, de mobiliser le soutien communautaire et de promouvoir des changements de comportement en faveur des filles. 30 ans d'exercice dans notre commune, on a vraiment vu l'impact positif. Il ne fait que se réjouir en tant que collectivité. Nous espérons que les 2 jours d'échange autour de ces nouveaux cadres stratégiques permettront de renforcer notre positionnement et notre volonté à œuvrer pour un Mali où tous les enfants sont protégés, ont accès à des services sociaux de base de qualité. Dans le but d'assurer la pleine adhésion et l'implication des acteurs, le nouveau cadre stratégique 2025-2029 ainsi que la planification annuelle et trimestrielle des activités ont été présentés par les experts. Cette démarche a permis à Plan Mali de recueillir des recommandations et d'accorder sur les actions futures à mener en vue d'améliorer la planification des activités. Vous le savez, Plan, dans sa stratégie de mise en œuvre de ces activités, une planification quinquennale doit se faire avec maintenant les partenaires pour que chacun puisse vraiment donner son point de vue et s'impliquer très activement dans sa mise en œuvre. Plan international est une organisation humanitaire et de développement indépendante à but non lucratif qui existe depuis 1976 au Mali, avec un objectif unique, celui d'atteindre le plus grand nombre possible d'enfants, en particulier ceux qui sont exclus ou marginalisés grâce à des programmes de haute qualité et qui apportent des avantages durables. La rencontre a réuni toutes les parties prenantes, y compris les équipes programmes soutenues par les services de Plan Mali International. Parlons santé. Dans le nord du pays, le centre d'appareillage orthopédique et de rééducation fonctionnelle de Tombouctou incarne l'espoir des patients. Kinésithérapie, orthèse, prothèse, autant de gestes et de dispositifs qui redonnent mouvement et dignité à ceux que la vie a blessés. Focus sur ce savoir-faire essentiel dans Focus Santé, Koumba Sissé, avec le concours de la station régionale de ORTM Tombouctou. Prendre
en charge les victimes d'accidents vasculaires cérébraux, autrement dit AVC, ou d'autres formes de paralysie, les malformations chez l'enfant fait partie des services offerts à la population de la région de Tombouctou par le Centre d'appareillage orthopédique et rééducation fonctionnelle. L'une des activités principales de ce centre est la kinésithérapie. La kiné, d'abord, c'est le traitement, thérapie par mouvement. Des gestes aussi qui sont coordonnés, des gestes qui doivent être compris par les malades, par le patient lui-même, et qui doivent être aussi, c'est-à-dire dirigés dans l'axe du corps. C'est un domaine qui n'est pas vraiment, c'est-à-dire connu en tant que tel. Mais au jour d'aujourd'hui, je pense que les gens commencent à comprendre. Quand on parle du pourcentage, les 80% des patients qui passent ici sont vraiment soulagés et satisfaits. Quand nous venons ici, elle ne pouvait pas marcher. Dieu merci, avec quelques séances de kinésithérapie, elle fait ses besoins toute seule. Ce traitement à base de mouvements et de gestes précis intervient pour traiter des pathologies qui touchent les muscles, les os, les articulations, le système circulatoire ou neurologique. Au niveau de la chirurgie, par exemple, les patients qui sont hospitalisés à l'IT, donc qui ont des plaies, sont suivis par les kinés. En médecine, maintenant, nous rencontrons des cas tels que les AVC, les accidents vasculo-cérébraux, les personnes qui font les hémiplégies, c'est-à-dire les paralysies de la moitié du corps. En traumato, tout ce qui est séquelles de traumatisme est référé normalement en kinésithérapie pour la rééducation. Et au niveau de la pédiatrie, il y a des cas vraiment très particuliers qu'on rencontre ces dernières années, tels que les cas de plexus brachial, qui sont très fréquents. Et il y a aussi des enfants qui naissent avec des malformations congénitales. Au-delà de ça, en gynéco, par exemple, nous faisons la prise en charge des femmes qui font des accouchements dystociques. C'est-à-dire les accouchements dystociques, c'est quoi? C'est qu'il y a des femmes qui accouchent et après, elles perdent soit les 2 membres ou les 4 membres. Et d'autre part aussi, il y a des patients, tels que les cas de lombalgie, qui ont des problèmes de dos. Nous faisons aussi la prise en charge des cas de hernie discale. La kinésithérapie est aussi pratiquée pour le traitement de certaines insuffisances respiratoires. Au niveau des urgences aussi, des patients qui ont des problèmes de dyspnée respiratoire, des problèmes respiratoires tels que la pneumopathie ou le dyspnée respiratoire ou sinon des encombrements, que ce soit au niveau des urgences ou sinon chez les enfants en pédiatrie. Et ça aussi, nous faisons ce qu'on appelle la kiné respiratoire. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment développer au Mali parce que c'est quand même pas trop pratiqué. À l'hôpital de Tombouctou, les équipements et matériels sont disponibles pour prendre en charge les retards de croissance, les paralysies, les douleurs osseuses ou musculaires. Nous avons d'abord il y a l'ergothérapie. Quand je parle d'ergothérapie, voilà, il y a des appareils ergo. Nous avons aussi des appareils d'ionisation, ultrasons, nous avons les infrarouges, nous avons des espaliers, nous avons des tables de verticalisation, nous avons des vélos ergo. Nous avons des tables de bobat pour la rééducation, pour la prise en charge. Et nous pratiquons aussi l'acupuncture, c'est-à-dire l'acupuncture pour certains patients, pour soulager la douleur ou sinon pour certains cas d'AVC. Autre activité pratiquée au Centre d'appareillage orthopédique et rééducation fonctionnelle de Tombouctou, la confection des prothèses et des orthèses pour faciliter le déplacement des personnes en situation de handicap physique. Nous ouvrons la page AES par le Niger où 233 personnes ont été interpellées, dont 9 femmes et 5 mineurs. Une quantité non négligeable de drogue saisie. C'est le résultat de l'opération coup de poing dénommée Maïmaïara, menée hier à Niamey par l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants en collaboration avec le Conseil régional de sécurité. Cette opération est couplée à un dépistage des conducteurs routiers. Compte rendu Gérard Abdul Aziz et Issoufou Soumaïla. L'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants OCRETIS
poursuit sa lutte contre le trafic et la consommation de drogue conformément aux orientations des autorités de la refondation, avec l'organisation le samedi 19 juillet d'une opération coup de poing dans la ville de Niamey. Dénommée Maïmaï Yara, l'opération qui s'est déroulée avec l'appui du Conseil régional de sécurité CRS de Niamey a mobilisé 264 agents FDS à bord de 36 véhicules qui ont visité les lieux de vente et de consommation de drogue dans la capitale selon 6 axes. Le phénomène de drogue plante en effet de plus en plus d'ampleur à Niamey et dans les autres centres urbains du pays. Au même moment, se poursuivait au niveau de certains axes routiers menant à Niamey le dépistage des conducteurs routiers par le biais de leurs urines lancées un peu plus tôt dans le même cadre. Le but visé par l'OCRTIS est de détecter et neutraliser les réseaux existants et naissants de vente et de consommation de drogue, avec un focus sur les leaders opérants, sur les lieux déjà connus, puis dépister les conducteurs routiers consommateurs sur les grands axes. L'objectif ici est de renforcer l'offre de sécurité publique sur les axes routiers. Le bilan de l'opération coup de poing menée entre 17h20 et 0h20 fait état de 233 personnes interpellées, dont 9 femmes et 5 mineurs, un véhicule, 12 motos, des produits et des dispositifs de consommation de chicha et une quantité non négligeable de drogue saisie. Parmi les 233 personnes interpellées, 59 dont 5 femmes et 3 mineurs ont été mises à la disposition de l'OCRTIS pour fait de drogue et 174 dont 4 femmes et 2 mineurs ont été mises à la disposition d'autres unités d'enquête pour des infractions relevant de leurs compétences. Quant au dépistage des conducteurs routiers qui est intervenu entre 14h et 20h30, il a eu comme résultat 3 cas positifs dont 2 cas de THC ou chanvre indien et un cas THC et BZO, autrement dit chanvre indien et opiacé, sur 92 tests d'urine réalisés. L'OCRTIS entend poursuivre ce genre d'opérations qui se veulent à la fois dissuasives et répressives dans le simple et unique but de bouter la drogue hors de la portée de la jeunesse, fer de lance de la nation. Au Burkina Faso, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a effectué une visite inopinée de contrôle dans plusieurs centres de santé de la ville de Ouagadougou dans la nuit du 19 au 20 juillet 2025. Dr Robert Lucien Jean-Claude Kargougou est allé constater les présences et les absences au poste de garde, mais aussi l'application des procédures de travail. Il s'agissait aussi pour le ministre de la Santé d'encourager les professionnels de santé pour leur encouragement pour le bien-être des populations et d'apprécier les conditions de travail des agents et apporter des réponses à leurs préoccupations. Franck Ouedraogo et Koussaki, compte rendu. Centre médical de Samba en pleine nuit. Le ministre de la Santé, accompagné de ses proches collaborateurs, est ici pour s'assurer de la permanence des services et la continuité des soins. Du dispensaire à la maternité, des agents sont au travail. Au CSPS de Nyonko 1 et au centre médical de Kosodo, des hommes et femmes sont en première ligne pour redonner sourire aux malades. Même constat au CHU Yelgado Ouedraogo. Nous avons réalisé cette sortie qui nous a permis de voir des agents de santé à la tâche, des agents de santé investis qui, pendant que d'autres dorment ou font autre chose, eux veillent sur la santé des Burkinabés. Et je voudrais véritablement les en féliciter, reconnaître tout le mérite de ces agents de santé qui, parfois dans des conditions pas toujours optimales, assurent la continuité des soins. Et nous sommes vraiment très enchantés et ravis d'avoir reçu le ministère pour sa visite. Ça nous encourage. Ça nous donne aussi du punch à nous donner vraiment au travail. Et ça nous permet aussi de voir que le ministère avec nous, ils viennent toucher du doigt ce que nous abattons tous les jours. Dans chaque centre de santé visité, Dr Robert Lucien Jean-Claude Kargougou échange avec le personnel de garde et les encourage à plus de professionnalisme et de patriotisme dans le travail. Mais cette sortie nocturne permet également de détecter des dysfonctionnements dans certains services sanitaires. Nous avons pu noter que certains agents de santé ont leur nom
sur des tableaux de garde, mais ne sont pas présents à la garde. Nous avons aussi noté des situations où ces tableaux de garde qui devraient être affichés, dûment signés, n'existaient pas. Nous avons aussi noté des situations où le respect des horaires de travail dans le cadre de la fonction publique hospitalière, les 35 heures, que cela n'était pas respecté. Des procédures disciplinaires vont être engagées à l'encontre de ces agents de santé qui ne respectent pas les règles liées à la garde. Toutefois, ce sont des oublis. Si on est bousculé à la garde, des fois on peut descendre aussi, oublier de signer. Vraiment, on s'engage à veiller à ce que tout soit correctement rempli avant la descente. On a eu la visite surprise de monsieur le ministre, exactement vers 1h et quelques. Voilà, du matin. On est très honorés. Visite des salles de consultation, des blocs opératoires. Bref, tous les dispositifs sanitaires est ici donné à voir aux premiers responsables de la santé. Page noire de cette édition, Gaussou Singare, ancien directeur général adjoint, ancien directeur de la technique générale et ancien responsable syndical de l'ORTM n'est plus. Il a été arraché à notre affection ce lundi 21 juillet 2025. L'enterrement est prévu demain à 10h à Djilibougou Doumanzana. Nous prions Allah que son âme repose en paix. Amen. Et ainsi se referme cette session que nous avons eu le plaisir de vous présenter. À demain 20h, s'il plaît à Dieu.